On peut maintenant passer à la section suivante, la section JavaScript asynchrone. Donc vous pouvez télécharger encore une fois le dossier zip, le dézipper, et c'est parti. Donc on va commencer avec set timeout et set interval. On peut ouvrir ça à côté, parfait. Alors je vous ai préparé une petite image que j'ai trouvée sur le web, qui est très bien comme ça. Donc le call stack, souvenez-vous, à chaque fois qu'on va appeler des fonctions, eh bien, ça va remplir la pile d'appels et ça va exécuter toutes ces execution context. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'utilise des API du web comme notamment setTimeout? SetTimeout qui va me permettre de faire de l'asynchrone, c'est-à-dire d'effectuer des actions différées dans le temps. Eh bien, setTimeout, ça va être écrit en C++. En général, ça va être, donc on peut l'implémenter de plein de manières, mais en général, les navigateurs l'implémentent en C++, notamment Chrome. Et ça va être exécuté sous le capot par Chrome, par le navigateur par exemple, ou par d'autres navigateurs également, de leur côté. Ce qui va faire que la suite de mon JS va pouvoir être exécutée, et sous le capot, on aura mis en place un timer qui, au bout par exemple de 2 secondes, va déclencher une fonction JavaScript. Donc, tout ça pour vous dire que certaines API ne sont pas écrites en JS, elles sont écrites en C++, il y a beaucoup de choses qui est écrit en C++ en JavaScript, et vous allez pouvoir les déclencher. Ces API, par exemple setTimeout, vont pouvoir faire une action asynchrone, donc pour ce faire, elles vont créer un timer, et elles vont réexécuter une fonction JS au bout de 2 secondes. Comment elles font pour l'exécuter? Au bout de 2 secondes, par exemple, elles la passent comme ça dans la callback queue, c'est-à-dire dans une liste de fonctions à exécuter, et donc à repasser dans le call stack. Quand est-ce que ces fonctions repassent dans le call stack? Quand le call stack est vide. Donc une fois que le call stack est vide, vous savez, ça arrive assez souvent, une fois que votre script global a fini d'être exécuté, par exemple, le call stack va être vide. Une fois qu'il est vide, l'event loop, qui est un mécanisme qui permet de rajouter comme ça les fonctions à appeler au call stack, va rajouter cette fonction dans le call stack, ce qui va permettre de l'exécuter, ou de rajouter d'autres fonctions, d'autres execution context à cette pile d'appels. Si jamais la fonction qu'on rajoute appelle d'autres fonctions par exemple, c'est possible, eh bien ça re-remplirait comme ça notre call stack. Ok, donc en fait on va utiliser cette timeout qui va mettre un compteur, imaginons de 2 secondes. Au bout de 2 secondes, ça envoie la fonction qu'on lui a passée en JS, la référence à notre callback queue, qui va rajouter cette fonction au call stack afin qu'elle soit exécutée une fois que le call stack sera vide. C'est ça qui se passe. Voilà. Ok, ben maintenant voyons voir tout ça en pratique. On va appuyer sur F12 ici, on va avoir notre console, et on y va ici. Les méthodes setTimeout et setInterval sont très utilisées en JavaScript. Elles permettent d'exécuter une fonction callback de manière différée dans le temps, sans polluer le fil principal d'exécution JS, le call stack. Ces opérations sont dites asynchrones. En fait, c'est ça qui nous permet de faire différentes choses en JS de manière différée dans le temps, tout en ayant un seul fil d'exécution, donc en exécutant toujours les fonctions les unes après les autres, et ligne après ligne. Voilà, parce que sous le capot, on a des API qui nous sont exposés avec l'objet global window, tout ça, cet intervalle, etc. se trouve dans window.setinterval et compagnie, d'accord? Et donc ça nous permet d'utiliser des fonctionnalités comme ça du navigateur, qui sont exposées en JS. Ok, alors du coup, on a setTimeout pour commencer. Alors laissez-moi juste voir ce que je vous avais écrit à côté. Désolé pour ce petit temps d'attente, histoire de faire exactement la même chose. Donc ici, l'exemple que je voulais vous montrer, c'était d'abord d'utiliser setTimeout. D'accord, donc setTimeout va prendre deux arguments. Donc ça a 2 paramètres, si vous voulez, qui prennent 2 arguments. Le premier paramètre attend une fonction. D'accord, donc c'est ce que je suis en train de lui passer ici, une fonction. Je vais dire ici, alors pas local storage, log, console log. Je vais créer ici log au bout de 2 secondes. Point. Et le second argument qui est ici, virgule, c'est un temps en millisecondes. D'accord, c'est une durée en millisecondes. Donc 2000 millisecondes, 2 secondes. N'oubliez pas ici que nous avons 2 arguments qui sont passés, d'accord? On a le premier argument qui est une fonction, et le second qui est un nombre. Ok pour ça? Et donc on voit bien ici que quand j'actualise, au début il n'y a rien, et hop, au bout de 2 secondes, on a bien notre log au bout de 2 secondes. Génial, génial. Ok, donc setTimeout vient de window, c'est exposé par l'objet global window. Donc si je faisais ça, c'est absolument la même chose. Si je fais ça, c'est absolument la même chose. Voilà. Ok, très bien. Dernière chose à faire, qu'est-ce qui se passe si on a envie de cancel, si on a envie de ne plus
exécuter comme ça cette fonction au bout de 2 secondes. On a envie d'annuler ça, on a envie d'annuler cette fonctionnalité. On l'a lancé, on a dit à notre navigateur, au bout de 2 secondes, tu vas exécuter cette fonction, mais finalement on se dit, oula non, quelque chose s'est passé, l'utilisateur a cliqué sur un autre bouton, etc. Il ne faut plus maintenant lancer cette fonction. Eh bien, cette timeout retourne quelque chose. Regardez, si je log... Alors, on va le présenter comme ça. Hop, si je log cette timeout, j'ai bien 1 ici. Tiens, qu'est-ce que c'est? C'est l'ID du timeout en question. D'accord? Et donc là, on en a un seul, donc c'est 1, tout simplement. Si on crée plusieurs timeouts, ça va s'incrémenter à chaque fois. Pourquoi on a cet ID qui est retourné, à votre avis? Pour pouvoir le supprimer au cas où. Donc, je viens ici, je viens placer cet ID dans const timeout ID, par exemple, est égal ce que retourne cette timeout. Donc ça l'exécute toujours, hein, ça va toujours fonctionner. Mais maintenant, je vais pouvoir utiliser la méthode clear timeout avec timeout ID. Et donc là, ça ne s'exécutera plus. C'est fini. D'accord? Vu que j'ai appelé clear timeout avec le bon ID de ce timeout là, eh bien ça ne s'exécutera plus. Voilà. Donc ça c'est timeout, c'est pour une seule action. Au bout de 2 secondes, tu exécutes cette fonction. Qu'est-ce qui se passe si on a envie de répéter cette action? Si on a envie de le répéter. Alors, oui, du coup ça je voulais le présenter plutôt ici. Hop, je vais le présenter, donc ça c'est cette timeout. Et maintenant je vais vous présenter cet interval, qui fonctionne de manière similaire. Hein. Regardez, on va faire const interval. À la limite, on pourrait même juste copier ça, regardez. Tac, donc au lieu de timeout ID, on va appeler ça interval ID. Donc pour prendre les deux références ici, vous faites CTRL-D. Hop, ça prend les occurrences. Donc interval ID, cette fois c'est plus cette timeout, mais set interval. Et maintenant, je vais mettre log toutes les 2 secondes. Ok? Donc ça va s'exécuter une fois. Ah non, vu que j'ai clear timeout juste en dessous. Donc un intervalle, à la différence de set timeout, c'est que ça va se répéter. Donc toutes les 2 secondes ici, ça se répète. Ça se répète. Ça se répète. Ok? Donc là, on a déjà 4, 5, etc. Si vous voulez, vous avez juste à baisser la durée ici, et vous verrez que ça se répète souvent. Voilà. Et donc, comme pour cette timeout, c'est pareil. On peut utiliser l'ID qui est retourné par cet interval pour clear timeout, comme ça. Et voilà. Donc, ça nous permet de le clear. Donc là, c'est assez utile. On peut utiliser cet intervalle pour pas mal de choses. Pour faire un décompte, par exemple. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu. Enfin, peut-être. Sur un site, une annonce, une promotion, quoi que ce soit, au bout de X jours, eh bien, on utilise cet intervalle sous le capot pour répéter comme ça tout ça. Donc, cet interval et cette timeout utilisent sous le capot l'event loop, callback queue et ces web APIs qui nous sont exposés par le navigateur et on y a accès avec l'objet global window. Tout ça se situe dans l'objet global window. Ok, pas d'autre chose à dire sur ça. Posez-moi des questions si vous en avez, sinon on peut passer à la suite.